toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour 56 minutes cyber en ce début d'année 2026. Une année qui s'annonce riche et animée à n'en pas douter, mais elle sera surtout ce que nous allons décider d'en faire. Le World Economic Forum l'a rappelé il y a quelques jours, le risque cyber est un risque systémique mondial amplifié par l'intelligence artificielle et la fragmentation géopolitique. À cela, la réponse ne peut donc être que collective, coordonnée et souveraine, au-delà évidemment des problématiques purement techniques. C'est évidemment une très bonne nouvelle que les différents dirigeants des États s'accordent aujourd'hui sur ce que nos experts appellent de leur vœu depuis plusieurs années. La prise de conscience est donc là. Qu'en est-il donc de l'action à venir pour cette année 2026 ? Contexte national, géopolitique et atout de l'Europe. Autonomie stratégique et clé de succès. Intelligence économique au service de la décision ou encore justice sur le terrain. 7 invités à mes côtés pour faire rimer réflexion et conviction avec action. 56 minutes à passer ensemble pour décrypter l'actualité cyber. Deux annonces en ce début d'année 2026. La présentation de la stratégie nationale en matière de cybersécurité en France et le nouveau train de mesures voulu par la Commission européenne, toujours en matière de cybersécurité. Au niveau national, c'est notre ministre Anne Le Henaf qui vient de présenter donc cette stratégie tant attendue avec 5 piliers et 14 objectifs qui devront être atteints. Reste à savoir, au-delà de cette volonté politique affirmée, les moyens qui vont être mis en place pour pouvoir atteindre ces objectifs. On rappelle qu'il faudra attendre près de 6 mois pour que les nouvelles feuilles de route ministérielles soient présentées. Au niveau de la Commission européenne, il s'agit notamment de la révision du règlement en matière de cybersécurité avec de nombreuses actions voulues là encore et notamment donner à l'ENISA les moyens de renforcer la résilience de l'Europe en matière de cybersécurité. Nous serons donc très attentifs aux moyens et aux actions qui seront recommandées. Le World Economic Forum avec le PDG a rappelé notamment que nous étions à un moment d'incertitude, mais aussi de possibilité, non pas un moment pour se replier, mais bien pour s'engager. Alors à celles et ceux qui pourraient aussi douter du pouvoir de l'Europe, qui mieux finalement qu'un Américain pour nous rappeler toutes nos forces, et je vous invite donc à relire les quelques mots prononcés par le prix Nobel américain de l'économie en 2008. Je parle évidemment de Paul Krugman qui s'est exprimé en ces termes « Le monde a plus besoin d'Europe que des États-Unis » et d'ajouter « Trump n'a pas les cartes et l'accord signé entre l'Union européenne et l'Inde le confirme ». L'Europe est une puissance, certes imparfaite, mais qui doit aujourd'hui s'affirmer et peut-être devrions-nous nous-mêmes nous en convaincre. L'année 2026 sera donc celle de l'action, à nous d'agir. Revenons à présent sur le contexte national. Quels sont les moyens dont nous disposons aujourd'hui pour passer à l'action ? Sommes-nous enfin prêts ? Élément de réponse avec notre premier invité et j'ai l'immense plaisir d'accueillir Fabrice Bru, le président du CESA, à mes côtés. Pour tenter de répondre à cette première question, cher Fabrice, merci d'être notre invité aujourd'hui. Merci. Alors Fabrice, il y a quelques jours, le baromètre a été présenté par le CESA. Quels sont les éléments, les informations qui nous permettent de comprendre que c'est possible ? Alors en fait, si effectivement le rythme des attaques s'intensifie, si le nombre d'attaques globalement grandit, on s'aperçoit en revanche que le nombre d'attaques qui ont un impact significatif sur les organisations, lui, diminue. Et c'est une tendance de fond puisqu'on le constate depuis plusieurs années. Alors évidemment, le CESA regroupe des 800 entités et organisations qui disposent d'un RSSI et d'une organisation cyber. Donc effectivement, ce qu'on voit, c'est que forcément, quand on s'en occupe, ça fonctionne. Voilà. Donc ça, c'est déjà une première très bonne nouvelle. Et puis, effectivement, on pourrait dire que c'est aussi normal, puisque si les entreprises qui investissent dans de la cyber, qui investissent des ressources, des moyens financiers, n'avaient pas de résultats, ce serait effectivement un petit peu compliqué.
Alors, ce qu'on voit d'assez positif aussi, finalement, c'est cette continuité. On avait beaucoup misé sur les JO, les Jeux Olympiques et Paralympiques, où on a eu des résultats très probants. Et finalement, ça s'inscrit donc dans le temps, puisqu'on voit que ces actions perdurent et aujourd'hui portent leurs fruits. Exactement. En fait, ce qu'on voit bien, c'est qu'effectivement, ce qu'on avait constaté en 2024 avec l'organisation des Jeux Olympiques, finalement, ça n'était pas qu'un événement spontané, c'est vraiment une tendance de fond. Et que ça fonctionne quand on s'en occupe. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle. L'autre sujet aussi qu'on a regardé au sein du baromètre et qui est un enseignement intéressant, c'est que mine de rien, lorsque ces attaques réussissent, leurs impacts sont parfois plus importants. Donc ça, c'est ce qu'on a aussi relevé au sein du baromètre. Et enfin, le troisième sujet, c'est finalement la nouvelle problématique liée à la supply chain numérique. Alors, en tant que retailer, je suis pas toujours très à l'aise avec ce terme, mais parlons plutôt de la sous-traitance numérique, où on voit que pour un tiers des RSSI, 50% de leurs incidents de cyber significatifs ont pour origine un fournisseur de la chaîne de sous-traitance. Et effectivement, on constate que lorsque les entreprises ont mis en place une organisation cyber et se sont dotées de moyens, eh bien ça fonctionne. Et donc, forcément, les attaquants aujourd'hui vont essayer de passer par cette chaîne de sous-traitance, c'est-à-dire le fournisseur de l'entité qui potentiellement n'aurait pas le même niveau de maturité cyber, pour essayer de trouver un moyen détourné d'atteindre les intérêts de l'entreprise. Et donc là, effectivement, à la fois, les entreprises agissent pour mieux sécuriser cette chaîne de sous-traitance, qui est absolument, évidemment, essentielle dans la délivrance des différents services qui vous concernent. C'est aussi un enjeu fort en matière de réglementation. On l'a vu, que ce soit au niveau européen ou au niveau national. Finalement, cette réglementation, c'est aussi une formidable opportunité plutôt qu'une contrainte. Oui, alors tu vois, Mélanie, moi, j'aimerais bien vivre en théorie. Parce qu'en théorie, tout va bien. C'est-à-dire, les entreprises disposent de l'ensemble des moyens financiers, des ressources pour mettre en place tous les processus qu'il convient pour protéger le patrimoine informationnel. Bon, la réalité, c'est qu'on ne vit pas en théorie et qu'effectivement, sans aucune réglementation, on aurait du mal à faire monter le niveau cyber des entités. Et donc, en ça, le CESA considère qu'effectivement, la réglementation est une excellente réponse. Ça va nous permettre de faire monter le niveau global de maturité en cybersécurité, tant sur le tissu économique au sens NIS 2, c'est-à-dire les entités essentielles et les entités importantes vont devoir effectivement respecter un certain nombre de contraintes, que dans l'univers financier avec le règlement DORA, ou voire même également dans l'univers de la fabrication du logiciel avec le Cyber Resilience Act, qui va exiger des fournisseurs de logiciels de nous fournir des outils plus sécurisés. Un autre sujet important, évidemment, la géopolitique qui s'invite dans le quotidien des RSSI. Aujourd'hui, on le sait, c'est avéré, ça n'est donc plus une surprise. Comment est-ce qu'on utilise ce moyen, cette fragmentation géopolitique dont je parlais tout à l'heure, pour finalement se réinventer et travailler encore mieux ensemble? Comment on en fait une force? Alors, on en fait une force parce que déjà, d'un point de vue de l'intelligence économique, plus on connaît ses adversaires, plus on connaît la menace, mieux on est capable de se protéger. Et ensuite, ce que l'on peut voir aussi, c'est qu'on pourrait penser qu'on a une certaine dépendance numérique, qui est vraie, est assez incontestable, mais le CESA a par exemple collaboré avec Exatrust pour fournir le panorama des solutions françaises de cybersécurité. C'est quand même un panorama de 320 sociétés, donc c'est pas non plus négligeable. Alors elles ne sont peut-être pas toutes encore passées à l'échelle, mais ça veut dire que ça existe et ça veut dire que ça, c'est très positif. Donc on voit bien quand même que ces solutions arrivent. Dans l'univers plus global du numérique, je sais que des travaux sont en cours qui vont nous permettre également d'avoir une vision un petit peu plus européenne des solutions numériques qui pourraient être proposées aux différentes entités. Merci beaucoup Fabrice d'avoir été notre invité et de nous éclairer sur cette actualité en matière de cybersécurité. La géopolitique, on l'a compris, c'est un sujet à part entière au cœur de la cybersécurité. On va faire le point tout de suite avec notre prochain invité. Quelle force pour l'Europe, quelles actions majeures en ce début d'année 2026 en matière de géopolitique? Je vous propose de faire le point tout de suite avec notre invité, Jérôme Kéré, qui nous attend, qui est déjà là. Cher Jérôme, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir de vous accueillir pour faire un peu ce décryptage en matière de géopolitique. Alors vous êtes, si je puis me permettre, un Européen convaincu. Comment
percevez-vous la posture de l'Europe dans cette fragmentation géopolitique dont on parlait? Est-ce que finalement on s'affirme enfin? Oui, alors l'Union européenne s'affirme enfin, parce qu'on la traite souvent de naïve. C'est en train de changer. Il y a des notions comme la politique industrielle, la souveraineté, l'autonomie stratégique qui étaient tabous auparavant. Et aujourd'hui, c'est des notions qui reviennent plus naturellement à Bruxelles et à Strasbourg. Alors, il ne faut pas que la France se montre trop arrogante en disant nous avions raison avant les autres. Hein, c'est un peu ce qu'on reproche souvent à la France. On n'avait pas toujours raison, hein, notamment au début de la guerre d'invasion russe en Ukraine. Donc il faut être assez prudent, même si il faut amener les autres vers nous, il faut aussi faire un pas vers eux. Il faut que les pays nordiques soient un peu plus aventureux et c'est une nécessité pour eux, comme les Danois le savent très bien malheureusement. Alors aujourd'hui, on a clairement besoin à la fois de visibilité, mais on a besoin de cohérence. On a besoin de stabilité dans ce monde chahuté. Est-ce qu'on a des éléments qui nous permettent d'avoir confiance dans cette voie de la cohérence? Oui, c'est un peu le discours d'Emmanuel Macron à Davos, qui d'ailleurs a été repris de façon humoristique par le ministère allemand des Affaires étrangères. L'Union européenne, c'est la stabilité. On nous reproche souvent d'être lent, d'être très très long à prendre des décisions, d'avoir trop de normes, mais au moins on est un espace de stabilité. On ne va pas surréagir à chaque tweet d'un chef d'État étranger. On est stable, mais on sait aussi se projeter vers l'avenir. Et c'est ça qui est important. Pas seulement d'être en réaction par rapport aux autres, il faut l'être quand c'est nécessaire, et en ce moment c'est nécessaire, mais il faut se projeter sur qu'est-ce qu'on veut faire ensemble en tant qu'Européens, et c'est ce qu'on fait à travers le cadre financier pluriannuel sur les 7 prochaines années. Alors pour l'instant c'est au stade de la proposition de la Commission européenne, mais il y a une place de la défense, de la sécurité beaucoup plus importante, vraiment sans commune mesure par rapport au précédent cadre financier pluriannuel, et une place aussi plus importante pour les investissements en termes d'innovation, parce que c'est un secteur qui en a besoin, notamment à travers le programme Horizon Europe. Alors, est-ce que ces éléments sont faits pour nous rassurer aujourd'hui? Est-ce qu'il y en a d'autres? Alors oui, comme je disais, il y a des mentalités qui évoluent. Il y a même des pays qu'on n'attendait pas particulièrement. Il y a un député européen irlandais qui, au Parlement européen, dit qu'il fallait faire beaucoup plus sur la sécurité et la défense, qu'il fallait qu'on prenne ce sujet en commun entre Européens. Et vraiment, l'Irlande, c'est un peu le dernier pays sur lequel on s'attend des positions fortes. Donc ça, c'est vraiment des choses intéressantes. Tout le monde bouge en même temps. Même un chef d'État slovaque qui va critiquer les discours américains. En ce moment, sur la Slovaquie, c'est pas forcément une évidence. Donc on est tous plus ou moins raccords sur les différentes menaces. Et il y a même des pays comme l'Allemagne qui maintenant souhaitent aller de l'avant, avec certains qui souhaitent aller plus rapidement. Et voilà, certaines fois, c'est des choses qu'on entendait un peu plus de la France. Là, il y a d'autres pays comme l'Allemagne, comme la Pologne ou l'Espagne qui se disent d'accord, si on n'est pas tous prêts à y aller en même temps à 27, on va pouvoir y aller à certains, notamment les gros États en termes de superficie, de population. Et donc c'est ça qui est intéressant. On n'est pas obligé d'attendre l'unanimité. Sur cette question-là, elle est nécessaire à Bruxelles, mais on peut aussi faire des coopérations renforcées et structurées. Vous parlez de coopération, ça nous fait forcément penser à cette logique de partenariat qui est très importante. Alors il y a des États, des pays avec lesquels ça paraissait évident, et puis il y a finalement de nouveaux partenariats que l'on voit peut-être émerger. Je pense au Canada ou peut-être notamment l'Afrique du Sud. Qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui de ces véritables partenariats? Qu'est-ce qui pourrait changer dans la donne actuelle? Alors justement, la position des États-Unis nous a forcé à diversifier nos partenariats. Alors, c'est quelque chose qu'on faisait déjà avant. Hein. Les accords commerciaux extérieurs de l'Union européenne, ça fait des décennies qu'on les négocie. Certains sont plus longs que d'autres. Mais en tout cas, il faut savoir que ce n'est pas uniquement sur l'abaissement des tarifs douaniers. C'est bien plus. On le voit avec l'Inde, dont l'accord a été signé récemment. Et donc c'est aussi sur la cybersécurité, sur la lutte contre le terrorisme, contre la piraterie ou le spatial, notamment avec l'Inde. Et donc on se dit comment faire en sorte d'être moins dépendant d'un seul acteur, d'un seul allié historique, qui était très porté au nu par tout un tas de pays européens, dont le Danemark, les pays nordiques de manière générale, les Pays-Bas. Et donc là, on va aller un peu plus diversifier, notamment avec le Canada, avec qui on a des relations fortes, mais aussi avec d'autres pays comme l'Afrique du Sud ou l'Inde. Si vous aviez 3 forces maîtresses à mettre en valeur de l'Europe, quelles seraient-elles? Alors, les forces, alors ça paraît peut-être contre-intuitif en ce moment, mais c'est des normes. C'est des normes qu'on a en commun, parce qu'un marché fragmenté, 27 pays, 27 normes différentes, voire plus dans certains pays, comme la France, on aime aussi beaucoup la norme, c'est plus simple aussi pour les entreprises. C'est plus simple, plus sûr, et on peut plus facilement se projeter. Donc les normes à travers Nice 2 pour la sécurité cyber dans des secteurs stratégiques comme le transport, la santé, l'énergie ou la finance, le règlement dit DORA qui se concentre sur les acteurs de la finance avec
avec les banques, les assurances, mais aussi les producteurs de crypto-monnaies. Donc ça, ces normes, c'est vraiment une force pour nous. Et c'est des normes aussi qui poussent à des partenariats entre nous, notamment entre l'ANSSI et ses homologues européens, puisqu'on est confronté à des menaces similaires, pas identiques mais similaires. Donc on peut regarder les réponses des uns des autres pour s'en inspirer. C'est pas forcément un copier-coller, mais au moins on peut voir ce qui a été fait en Estonie, par exemple, où ils sont très avancés sur le sujet, parce qu'il y a des menaces très prégnantes de leurs voisins russes. Et si vous aviez finalement une attente de 2026, qu'est-ce qu'on peut en attendre collectivement de cette année ? Alors 2026, pour l'Union européenne en tout cas, c'est des négociations sur le cadre financier pluriannuel dont j'ai parlé, vraiment qui se projettent et qui soient à la hauteur des ambitions des uns et des autres et de l'ambition collective. Certes, ça coûte de l'argent, bien sûr, donc il faudra des nouvelles ressources propres, mais il faut que les États membres ne soient pas sur uniquement une logique comptable, mais vraiment pensent à cette sécurité collective. Et pour cela, il y a aussi ce qu'on appelle l'Union de l'épargne et de l'investissement. On en parle depuis longtemps. On parlait avant de l'Union des marchés de capitaux. On a changé le nom, mais le problème reste identique. Il faut vraiment que notre épargne des Européens, des Français, puisse servir nos intérêts avant tout, puisqu'il y a beaucoup de demandes au niveau des investissements dans le secteur de la cyber notamment, mais pas que. Donc on a besoin vraiment d'avancer. Même l'Allemagne est allant sur le sujet. Il faut que ça se transforme en 2026. Eh bien, merci beaucoup, Jérôme Quéré, d'avoir éclairé un peu ce panorama 2026 à venir, avec évidemment l'Europe, puissance qui s'assume, et un certain nombre d'actions que nous suivrons. Merci beaucoup, Jérôme Quéré, d'avoir été notre invité. Merci à vous. L'autonomie stratégique et ses actions clés, quels sont les facteurs de succès? Au nombre de 4, il s'agit évidemment de gouvernance, mais aussi de collectif. Nous parlerons de financement et d'investissement, nous en avons parlé à l'instant en matière d'Europe. Comment aujourd'hui prendre en compte l'intelligence artificielle, mais aussi maîtriser l'ensemble des technologies et des technologies émergentes. Et enfin, les enjeux de compétences. Alors, pour atteindre cette autonomie stratégique, quels sont les choix que nous allons faire et quelles sont nos forces? On répond tout de suite avec nos invités, ils nous attendent. Et je vous le disais, nos invités sont déjà là et ils m'attendent pour parler autonomie stratégique et deux piliers essentiels. Geoffrey Célestin Urbain, Général Perrotte, merci beaucoup. On parle gouvernance et collectif, un des piliers évidemment incontournables en matière d'autonomie stratégique. On est ici évidemment au Cybercampus, un lieu emblématique, une nouvelle feuille de route que vous venez de présenter et qui a évidemment cette ambition de rassembler, cette ambition du collectif et donc de replacer la gouvernance avec aussi un maillage territorial fort. Et là, je fais référence évidemment aux campus cyber régionaux. Comment ambitionnez-vous de renforcer cette gouvernance numérique au service de la cybersécurité? En jouant en collectif, tout simplement. L'ADN du campus cyber, c'est par essence de regrouper les principaux acteurs de la cybersécurité et du numérique de confiance. Et c'est vraiment l'ADN du campus depuis le début. Donc on a des acteurs publics, des acteurs privés. Et on a exactement la même approche avec les campus cyber territoriaux. On ne va pas tout décider depuis Paris ou depuis la Défense. Et donc on a la chance d'avoir ces campus cyber territoriaux. Il y en a 7 actuellement qui sont labellisés, qui entrent dans le réseau qui est animé par le campus cyber national. Donc une des premières choses que j'ai faites, c'est effectivement prendre la tâche de ces campus pour faire une feuille de route commune, histoire qu'on n'ait pas 7 feuilles de route différentes et qu'on bosse dans le même sens. Sinon, on aura du mal à relever les défis de la cybersécurité qui nécessitent de travailler tous ensemble. Pour travailler tous ensemble, il y a aussi cet enjeu de réglementation. Alors souvent, on le perçoit comme une contrainte. Vous pensez que c'est une véritable force. Comment vous saisissez de ce sujet pour faire émerger cette économie européenne de la cybersécurité? Alors oui, la réglementation, c'est quand même une opportunité effectivement de prise de conscience et puis ça fait bouger les acteurs. Les acteurs qui, bien souvent, en l'absence de réglementation, hésiteraient à se lancer dans ce qui peut être perçu comme un investissement un peu coûteux, alors même qu'il est rentable, fondamentalement. Se protéger, c'est une bonne chose. Donc oui, la réglementation DORA, NIS 2, pour nous, c'est un tremplin, effectivement. Et justement, elles apportent une certaine massification de la cyber-résilience en Europe. Et donc, nous, notre rôle au campus, c'est d'accompagner cette massification en faisant en sorte que toutes les entités qui aujourd'hui sont loin de la cybersécurité, mais qui vont devoir rentrer dans cette mécanique réglementaire, un bon paquet de PME, d'entreprises de taille intermédiaire, des collectivités locales, que tous ces acteurs-là
utilisent le campus et les campus cyberterritoriaux comme des endroits qui facilitent un peu leur montée en puissance sur la cybersécurité. Votre feuille de route, il y a plusieurs piliers, un certain nombre d'objectifs et d'actions, puisqu'il y a un plan d'action aussi qui a été édité. Quelles sont les 2 actions principales, les 2 actions majeures de 2026 ? Je m'attendais à ces questions, mais elle n'est pas évidente parce que c'est vraiment une feuille de route qui est extrêmement riche. Alors, si je devais en retenir, peut-être la première, c'est déjà de faire en sorte que nos résidents et nos membres soient heureux, qu'ils aient un taux de satisfaction très élevé, qu'ils soient ravis d'être sur le campus, qu'ils y trouvent de la valeur. Et donc, action numéro 1, c'est vraiment de faire émerger un écosystème, réellement une communauté d'acteurs ici, qui va au-delà de leur simple réunion physique. Donc ça, c'est le premier aspect. Et le deuxième aspect, je dirais, c'est justement de faire en sorte d'interconnecter davantage les écosystèmes cyber européens. Et là, il n'y a pas vraiment aujourd'hui d'acteurs qui arrivent à fédérer les énergies par-delà les frontières. Donc, on a la chance en France d'avoir un petit temps d'avance par rapport à nos amis européens et donc d'utiliser le campus cyber comme une plateforme qui permet de connecter nos startups, nos PME à des grands acheteurs, des grands comptes polonais, italiens, espagnols, allemands et autres. Ça, c'est une vraie valeur ajoutée qu'on veut apporter dès 2026 au campus. Merci beaucoup, Geoffrey Célestin-Urbain, d'avoir partagé avec nous quelques-uns des éléments de cette feuille de route. Évidemment, une actualité qu'on va suivre tout au long de l'année 2026 à vos côtés. Général Perrotte, on parle avec vous évidemment de l'un des autres piliers essentiels pour cette autonomie stratégique. On parle évidemment de technologie. Alors, on parle de technologie émergente, on parle évidemment de technologie de rupture aussi. Évidemment, derrière cela, l'intelligence artificielle, ça va sans dire. C'est une véritable opportunité pour nos institutions, pour nos entreprises, pour nos organisations. Il faut donc investir, miser dessus. En quoi c'est une véritable opportunité pour vous ? L'atout principal de l'intelligence artificielle, c'est la performance. La réponse est assez simple. Ça permet d'être plus performant pour les institutions publiques comme pour les entreprises privées. Et performant sur les différentes strates que sont la stratégie, pour satisfaire aux besoins d'anticipation par la capacité prédictive de l'IA, sur le besoin tactique pour être capable de concevoir les actions par la capacité de simulation de l'intelligence artificielle, et sur le besoin opérationnel ou le besoin métier par l'exécution de l'action et notamment la capacité de célérité de l'intelligence artificielle. On est ici au campus cyber. Faire face aux attaques cyber, il n'y a pas mieux que l'intelligence artificielle, tout au moins dans la partie défensive. Mais il y a certaines conditions à cela. Les conditions, elles sont déjà d'avoir une vision, de savoir où l'on va en matière d'intelligence artificielle pour éviter les mésusages, pour éviter les atteintes aux libertés individuelles. Il faut être capable de disposer de compétences réelles. Parce que là encore, les compétences ne doivent pas être artificielles, elles doivent être bien réelles et s'appuyer sur ce socle de compétences réelles, là encore, dans les institutions publiques comme dans les entreprises. Et la troisième condition, elle a été énoncée, c'est effectivement jouer collectif. On peut mutualiser aujourd'hui un certain nombre d'infrastructures, on peut mutualiser certains besoins pour effectivement travailler tous ensemble. Et je crois que sur ces 3 points-là, ça pourrait largement nous aider à progresser en IA. À progresser en IA, également la réglementation. On sait que nous aimons ça en Europe et en France notamment. Il y a l'AI Act, notamment, dont on parle beaucoup. Alors, il y a à la fois une opportunité, on l'évoquait à l'instant, derrière la réglementation, et puis il y a aussi cette notion d'être en capacité quand même de pouvoir prendre des risques et donc de ne pas freiner l'innovation. Vous l'évoquiez à l'instant. Comment est-ce qu'on arrive à placer l'équilibre entre les deux, faire que la réglementation est une opportunité et ne nous freine pas dans cet élan ? C'est le double objectif de la réglementation européenne en IA. C'est quoi une réglementation ? En fait, une réglementation, c'est une capacité à protéger nos valeurs. Vous savez, en IA, il y a une réglementation aux États-Unis, il y a une réglementation en Chine, il y a une réglementation en Inde. Et ce ne sont pas les mêmes réglementations. Tout simplement parce que nous ne partageons pas forcément les mêmes valeurs. Et donc, cette notion, elle participe à la souveraineté européenne. Ça ne veut pas dire que toute la souveraineté doit être européenne, mais en IA, mais il y a une grande partie qui peut l'être. Mais là encore, cette réglementation, elle doit être applicable. C'est-à-dire qu'elle doit embrasser les usages présents comme à venir. Se limiter aux usages présents, c'est ne pas être capable d'anticiper les world models de Yann Lequin, l'autonomie générée par les large action models, donc ces agents de l'IA. Donc là aussi, c'est un point important de cette réglementation. Et cette réglementation, elle doit être lisible, c'est-à-dire compréhensible. Compréhensible, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la réglementation d'intelligence artificielle, ce n'est pas la réglementation de type RGPD. L'IA, elle est extrêmement évolutive. Et donc, il faut avoir... Cette réglementation, elle a été construite comme telle. C'est une réglementation ouverte à l'interprétation.
et on doit l'exploiter comme tel. Si on s'enferme dans une réglementation plus propre au RGPD, qui est très procédurière, on risque de freiner l'innovation. Donc vous voyez, on est quand même sur un fil d'équilibre qui n'est pas toujours facile à tenir. Et c'est aussi ce qui fait qu'on est dans une époque charnière où beaucoup d'entreprises attendent, beaucoup d'entreprises regardent. Et je crois qu'il faut en fait arrêter de regarder et passer à la vitesse supérieure et accélérer. On accélère et on passe à l'action. S'il y en avait 2 à mettre en œuvre en 2026, quelles seraient-elles ? Alors, je dirais que la première action, c'est de passer au stade de la maturité. C'est-à-dire qu'il faut agir différemment. Je vais vous prendre un exemple concret. Aujourd'hui, on s'embarque tous vers les larges modèles de langage, ces IA génératives, fondées sur énormément de données. Et on prend des modèles faits par des entreprises américaines, Meta, OpenAI. On les internalise dans nos systèmes. Je préférerais qu'en 2026, on adresse les petits modèles de langage bien plus adaptés à nos besoins. Dans le domaine de la sécurité intérieure, on a des besoins judiciaires, on a des besoins de sécurité publique. Dans le domaine de l'entreprise, on peut avoir des besoins en termes de logistique. Eh bien, on peut avoir des modèles adaptés à tout cela. L'avantage de ces modèles, c'est que la facture RSE, elle est moindre. L'avantage de ces modèles, c'est qu'ils sont beaucoup plus accessibles en termes de coûts, parce qu'ils nécessitent moins d'investissement en termes de capacité de calcul. Première action, gagner en maturité. Et la deuxième action, qui rejoint un peu cela, investir. Et ça, c'est un peu la difficulté aujourd'hui. C'est investir en IA, c'est nous rendre souverains, non pas en IA, nous rendre souverains tout court, parce que l'IA irrigue tous les domaines d'activité, en médecine, en finance, en sécurité, en défense. Ne pas être souverain en IA, c'est oublier sa souveraineté pour demain. Et je crois que c'est un enjeu essentiel de prendre conscience de cette nécessité d'orienter les investissements dans la bonne direction, notamment vers les infrastructures. Bien général, merci beaucoup d'avoir été notre invité. Geoffrey Célestin Urbain, merci également d'avoir été à nos côtés. C'était un plaisir de vous accueillir et de parler autonomie stratégique avec vous. Très belle journée, merci beaucoup. Merci. Nous venons de parler financement et investissement. On continue et on revient sur cette dimension évidemment stratégique, tout comme les compétences pour conquérir ou reconquérir notre souveraineté et notre autonomie stratégique. Et je vois que mes 2 invités sont déjà là et me rejoignent pour poursuivre cette séquence. Merci beaucoup à tous les 2. François Lavaste et Pierre Perrand, merci beaucoup d'être avec nous sur cette séquence. François Lavaste, on débute avec vous. Alors, on en parlait avec le général Perrotte à l'instant, on parlait d'investissement, on parlait évidemment envers l'intelligence artificielle. Nous, on va parler plus globalement de la cybersécurité, mais les financements aujourd'hui sont absolument clés pour pouvoir adresser cet enjeu de souveraineté, cette autonomie stratégique. On a besoin de moyens, les a-t-on aujourd'hui pour accompagner les entreprises et notamment les ETI et les PME pour qu'elles puissent passer à l'échelle ? Alors, je pense qu'on est dans une situation qui est bien meilleure que celle dans laquelle on était il y a 5 ou 6 ans. En fait, en 2019, Tikeo Capital a lancé le premier fonds dédié à l'investissement en capital dans la cybersécurité en France. C'est devenu le plus gros fonds en Europe dans le domaine, mais à l'époque, on était les premiers, on était vraiment pionniers. Et depuis, l'écosystème du financement de la cybersécurité en Europe s'est structuré de façon spectaculaire. Ça a commencé en France avec le lancement d'Aurega Cyberventure, la levée de fonds d'Axeléo Capital pour la cyber en particulier, et puis l'année dernière, Saigo, un start-up studio dédié à la cybersécurité qui a été lancé et qui a levé 5 millions d'euros. Ça a été le cas dans d'autres pays en Europe aussi, avec Osni Capital, qui a été le premier fonds d'amorçage en Angleterre, lancé l'année dernière avec 50 millions de livres sterling. Donc on voit que l'écosystème se structure, que le financement aux différents stades de maturité des entreprises, de la création aux start-up et au scale-up, se structure. Maintenant, Tikeo Capital, par exemple, a plus de 500 millions d'euros sous gestion dans cette stratégie cybersécurité destinée à accompagner les entreprises européennes du domaine. Donc ça, ce sont des volumes qui permettent d'adresser cette maturité du marché ? Oui, alors on voit que le marché a évolué aussi. Donc la chaîne du financement a évolué et s'est améliorée, s'est structurée. Au niveau des entreprises, on a publié depuis, ça va être la 7e édition cette année, le baromètre de l'investissement européen en cybersécurité, en partenariat avec le Forum InCyber et donc publié par Tikeo Capital.
Les quelques chiffres, je ne vais pas révéler les tendances parce qu'on publie le baromètre à l'occasion du salon du Forum international à Lille. Et mais nous y serons. Quelques chiffres quand même qui sont de notoriété publique. Donc on a eu une stabilité du nombre de tours de table en France, 25 tours de table et de financement d'entreprises cyber l'année dernière. On a un montant total de financement qui dépasse les 250 millions d'euros. Donc ça, c'est une légère baisse par rapport à 2024, mais malgré tout, une tendance intéressante. Et puis, une autre tendance qu'on suit et qui est très intéressante, c'est la consolidation du marché. Donc on a un marché, historiquement, c'est bien connu, très fragmenté, beaucoup de toutes petites sociétés innovantes. Mais pour répondre aux besoins des clients qui veulent parfois acheter des solutions souveraines ou des solutions de résilience européenne et pas seulement des solutions internationales, il faut que les fournisseurs eux-mêmes soient dimensionnés pour accompagner les grands groupes, les grandes entreprises ou les grandes administrations. Et donc on a un mouvement de consolidation qui s'est accéléré. L'année dernière, il y a eu 18 acquisitions en France. C'est 50% de plus que l'année précédente. C'est essentiellement des acquisitions qui ont été réalisées en France. 56% de ces 18 acquisitions ont été faites par des sociétés françaises, 36% par des sociétés européennes et 11% par des sociétés américaines. Donc on garde une notion de consolidation européenne qui s'accélère dans un marché du financement qui est stable en termes de nombre de levées, en légère baisse, mais c'est ponctuel, je pense, sur la France l'année dernière. Alors cette consolidation, cette mutualisation, c'est évidemment un appel à vœux important en matière de derrière cette solidarité européenne qui est aujourd'hui érigée comme essentielle. Est-ce qu'on peut dire un mot notamment de cette fameuse plateforme européenne de financement dont on a entendu parler? On en est où? Alors, je fais partie de l'association de la cybersécurité européenne, EXO, European Cyber Security Organization, qui est la voix de l'écosystème européen dans la cyber. Donc il y a différents membres qui viennent d'universités, de laboratoires de recherche, les autorités nationales, les grands groupes, des startups, et une communauté du financement qui s'est structurée au cours des dernières années, reflétant ce que je disais sur la maturité du marché. Depuis à peu près 3 ans maintenant, EXO fait la promotion d'une idée qui est toute simple, c'est de dire que l'Europe doit mutualiser ses moyens en termes de financement, lancer une initiative qui s'appelle donc, qu'on a baptisée European Cyber Security Investment Platform, ESIP, une notion de fonds, donc un fonds européen qui alimenterait les fonds nationaux dédiés à la cybersécurité. On a depuis quelques années, comme je le mentionnais, une structuration du marché avec des banques nationales qui ont souvent aidé, comme BPI France, souvent financé des fonds d'investissement. Ça a été le cas pour Tikehau Capital et les autres acteurs de la chaîne de valeur français. Et puis en Allemagne, c'est la même chose. Aux Pays-Bas, c'est la même chose. Mais on a besoin d'une structure de fonds européens qui va ensuite, par capillarité, alimenter les fonds nationaux qui eux-mêmes vont finalement investir dans l'écosystème des startups, des scale-up européennes de la cyber et de la résilience numérique, terme qui convient bien à l'influence qu'a le sujet de la défense, qui a été très clairement un sujet porteur au cours de l'année dernière en termes d'investissement, et où on retrouve la cybersécurité, puisque défense et dualité dans la cybersécurité, c'est quasiment naturel. On reviendra évidemment tout au long de cette année 2026 sur ce sujet, notamment de la plateforme et puis de la consolidation et de cette montée en maturité du marché. Merci beaucoup François Lavaz d'avoir répondu à mes questions. Derrière ce sujet des financements, derrière cette notion de maîtrise des technologies, on l'a évoqué, puis de cet enjeu de gouvernance et de collectif, il y a évidemment un fil conducteur qui sont les compétences. Sans compétences, difficile de pouvoir performer en matière de cybersécurité. Alors on le sait, il y a un constat, Pierre Parent, c'est effectivement une pénurie de talents. Alors ce n'est pas propre à la France, c'est propre à l'ensemble du monde, mais au-delà de cette pénurie, on a aussi besoin de nouvelles compétences parce qu'on l'a compris, le monde de la cyber évolue très vite. On a beaucoup parlé de géopolitique, on parle d'intelligence économique et on voit qu'effectivement l'ensemble des compétences, des savoir-faire et des savoir-être de ces futurs RSSI doivent évoluer. Comment est-ce que vous adressez cet enjeu de compétences au sein de l'EPITA notamment ? Oui, effectivement, la stratégie nationale cyber a été publiée la semaine dernière et elle se base sur 5 piliers, dont le premier, effectivement, l'ambition d'être vraiment en France pilier en termes de vivier de compétences en cybersécurité. Les 4 autres piliers étant de protéger les entreprises, la nation, et d'apporter la sécurité en Europe et à l'international, tout en gardant la maîtrise vraiment de la technologie et de la sécurité des technologies qu'on déploie. Les deux grands axes de
de compétences qui sont indispensables. C'est effectivement à la fois cette maîtrise de la technologie et la capacité à maîtriser les menaces, maîtriser l'évolution des menaces. Et c'est pour ça qu'on va travailler à l'EPITA, à la fois pour former des gens qui sont vraiment des spécialistes du logiciel et qui vont connaître ces logiciels qui sont vraiment l'endroit où vont se situer les vulnérabilités les plus critiques, et tout en apportant les compétences aux étudiants et aux jeunes diplômés de manière à ce qu'ils soient capables de suivre les menaces, de maintenir à jour ces bases de menaces et d'y répondre au travers de compétences autour de ce qu'on appelle donc la threat intelligence, donc le renseignement sur les menaces, le renseignement en source ouverte, la gestion de crise. Est-ce qu'aujourd'hui, ou est-ce que ça pourrait être un devenir, d'ajouter par exemple des travaux pratiques en matière d'intelligence économique? Est-ce qu'il y a aujourd'hui des unités de valeur ou des cours dédiés à la géopolitique par exemple? Ou encore, est-ce qu'on intègre des notions de business dans les parcours des futurs ingénieurs qui pourraient effectivement leur permettre de mieux adresser les enjeux stratégiques qu'ils vont devoir gérer dans leurs entreprises ou institutions à venir? Oui, tout à fait. C'est des choses qui sont déjà en place, à la fois sous forme de mineurs, parce qu'il y a des mineurs qui sont proposés donc en parallèle des majeurs cybersécurité ou autres, aux étudiants de l'EPITA en particulier pour les filières ingénieurs, sur l'intelligence économique, sur la géopolitique, sur différents aspects de la responsabilité sociétale, et qui vont renforcer ces compétences technologiques. Quels sont aujourd'hui les nouveaux profils vers lesquels vous pourriez vous diriger, vous et les différentes écoles, pour permettre aux entreprises de bénéficier de ces futurs experts en matière de cybersécurité, alors experts protéiformes, si je puis dire, puisqu'ils ont de multiples compétences à leur actif, mais aussi peut-être comment mieux irriguer ces enjeux de cybersécurité auprès de l'ensemble des collaborateurs dans les entreprises? Oui, on va vraiment travailler sur le couplage entre les compétences, la maîtrise de l'infrastructure technique et la capacité à déployer en responsabilité pour répondre à ces enjeux d'autonomie stratégique. Par exemple, la majeure système réseau de sécurité, qui est l'une des majeures historiques de l'EPITA, travaille vraiment à la fois sur le pilotage de bout en bout d'une infrastructure complète en apportant des capacités, des compétences opérationnelles à la fois en défense et en attaque, parce qu'il faut bien connaître les menaces pour être capable d'y répondre. Et la majeure cybersécurité et système, dont je m'occupe, qui est en alternance, a ouvert cette année vraiment à la fois les missions et les recrutements à des profils issus de la gouvernance, de manière à être capable vraiment de coupler l'alignement avec la gouvernance. On aime bien être aligné avec les référentiels, mais il faut que ça serve les enjeux économiques des organisations, de manière à pouvoir déployer de manière pragmatique les solutions techniques dans les organisations. Et on comprend aujourd'hui que les formations sont au plus près des exigences de réalité du monde de l'entreprise et des institutions qui vont accueillir ces jeunes étudiants que vous formez. Merci beaucoup Pierre Parent. François Lavaste, merci également d'avoir été notre invité. C'était un plaisir de vous accueillir à mes côtés dans cette émission 56 minutes cyber. On suivra bien sûr votre actualité tout au long de l'année 2026. Je vous laisse continuer à échanger peut-être tous les deux. Je vais retrouver notre prochain invité et je parle évidemment de François-Jeanne Bello qui nous attend pour parler d'intelligence économique, puisque pour comprendre le monde qui nous entoure, c'est un atout redoutable. Connaître le monde qui nous entoure, connaître son environnement est absolument essentiel pour adresser cet enjeu de l'autonomie stratégique et de la souveraineté que nous venons d'aborder. Alors évidemment, l'intelligence économique est un atout essentiel pour y parvenir et on fait le point évidemment avec notre expert intelligence économique, François-Jeanne Bello. Bonjour Mélanie. Alors François, on fait le point, cette année 2026, on l'a dit, c'est l'année de l'action. Concrètement, comment est-ce qu'on fait de l'intelligence économique une véritable force pour l'entreprise? Je crois qu'il faut dépasser en fait l'aspect défensif, purement défensif de l'intelligence économique. Rappelons-le encore une fois, l'intelligence économique, c'est collecter, traiter, diffuser de l'information utile en vue d'action, donc c'est le thème de l'année. On pourrait le dire autrement, c'est d'abord connaître, comprendre et anticiper. Mais ça, on pourrait le faire justement qu'en restant dans la phase défensive, le connaître, éventuellement le comprendre, pour être véritablement un atout, pour aller, pourquoi pas même gagner des points de croissance pour l'entreprise. Eh bien, il faut passer l'étape d'après, c'est d'anticiper l'action, justement, faire quelque chose de cette information. Sinon, on reste dans la curiosité, j'ai envie de dire même de la curiosité mal placée. Non, il faut dépasser ça pour faire de l'intelligence économique au sens littéral francophone du terme, comprendre. C'est vraiment faire le lien entre les différents éléments
et mettre du sens derrière les informations qu'on va collecter. Donc ça, c'est valable bien évidemment pour l'aspect cyber. Nos auditeurs doivent se poser la question, effectivement, de se dire, dans mon métier de DSI, dans mon métier de responsable cyber, dans mon métier quel que soit le métier, finalement, mais plus particulièrement ceci, comment je vais pouvoir transformer l'information que je collecte en quelque chose d'actif, en quelque chose de réalisable. L'intelligence économique, c'est aussi un atout formidable, essentiel pour cet enjeu de souveraineté, mais aussi pour conquérir ces marchés. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on fait ? Comment est-ce qu'on y parvient ? C'est quoi les actions, les étapes ? Les étapes, c'est justement de passer à l'action. Alors, ça va mieux en le disant, hein, mais c'est pas simplement de s'informer. Donc, c'est de se dire comment l'information, elle va être utile, comment je vais pouvoir la transformer en interne pour en faire quelque chose. Comment, dans mon métier, je vais dépasser ce stade informatif pour anticiper. Par exemple, comment on pourrait, sur la transformation numérique, sur l'intelligence artificielle, on peut s'informer ou on peut se dire comment je vais profiter de ces informations collectées pour transformer l'essai, pour gagner en compétitivité, pour être meilleur, pour être différent de nos concurrents ou de nos partenaires. S'il y avait une action à mettre en œuvre en 2026, ce serait quoi ? J'ai envie de me répéter, passer à l'action. Alors c'est facile, mais c'est effectivement dépasser la curiosité. C'est véritablement d'aller chercher l'information utile, l'information dont on a besoin. Et je pense que c'est un point important, on en discutait avec un autre invité tout à l'heure, c'est de se dire que l'intelligence artificielle aujourd'hui, plus encore que les moteurs de recherche, elle nous pousse à moins réfléchir, elle nous pousse à oublier ce qu'on est venu chercher, oublier l'information dont on a besoin, parce que c'est un peu elle qui décide de quoi on aurait plus besoin que finalement ce qu'on est venu chercher. Eh bien, c'est reprendre peut-être les choses en main pour savoir ce dont on a besoin, aller chercher cette information et surtout la transformer en action. Et aussi peut-être dans cette recherche d'informations, c'est de la faire soi-même, c'est aussi pouvoir trouver des informations que l'on n'attendait pas et qui peuvent parfois être différenciantes plutôt que se laisser imposer des résultats qu'un outil aurait bien voulu nous donner. Il faut rester effectivement curieux et rester alerte pour pas s'enfermer dans ce qu'on est venu chercher. Donc c'est un juste équilibre, un point d'équilibre en fait entre un certain nombre de choses, entre l'automatisation et du manuel, entre la place qu'on va laisser justement à la découverte et pas s'enfermer dans un biais cognitif. Donc beaucoup d'humains, en fait, finalement. Beaucoup d'humains au cœur de la cybersécurité. On ne le rappellera jamais assez. Et l'intelligence économique qui est un atout majeur aussi pour les directeurs responsables sécurité, cybersécurité dans les entreprises et les institutions. Merci beaucoup, François, d'avoir été avec nous et d'avoir fait ce point intelligence économique avec nous et nos auditeurs au cœur de 56 minutes cyber. C'était un plaisir, comme toujours, de vous avoir avec nous. Merci Mélanie, le plaisir était partagé. Notre dernière invitée aujourd'hui agit sur le terrain, elle aussi, avec l'ensemble de son équipe. Elle lutte sans relâche contre les cybercriminels et les infractions numériques. Qu'il s'agisse de la criminalité organisée, des grandes plateformes ou encore des hackers mineurs, la PROC ne redoute rien ni personne. Johanna Brousse, merci beaucoup d'être notre invitée. Vous êtes vice-procureure en charge de la cybercriminalité au parquet de Paris. C'est un immense plaisir de vous avoir à nos côtés. Alors si je dis J3, de quoi parle-t-on ? Bonjour, merci beaucoup déjà de m'avoir invitée. Donc J3, c'est une petite section de 6 magistrats, 2 assistants spécialisés, une attachée de justice et on est rattaché au parquet de Paris. On a une compétence toutefois nationale pour lutter contre toute la cybercriminalité en France. Alors vous dites toute la cybercriminalité, de quel type d'instruction est-ce qu'on parle ? Alors, on va traiter d'un côté les cyberattaques du haut du spectre. Donc, ça va être les cyberattaques crapuleuses. Donc, ça peut être des piratages suivis de vols de plusieurs centaines, dizaines de millions d'euros en crypto-monnaie. Ça peut être également des cyberattaques qui portent atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. Dans ce cas-là, on va travailler avec la DGSI. Et puis, comme vous l'avez dit, on a également une compétence sur tout ce qui est grande plateforme, puisque en 2023 a été créé le délit d'administration de plateformes illicites. Quels sont les moyens d'entrave dont vous disposez ? Alors nous, notre première mission, c'est évidemment de mener des enquêtes, de récolter des preuves et de pouvoir ensuite arrêter les cybercriminels. S'ils sont en France, on procède comme n'importe quelle enquête. Et si par contre ils sont situés à l'étranger, on peut envoyer des mandats d'arrêt internationaux avec l'aide de nos collègues de l'instruction pour
pouvoir les arrêter. On a ce premier moyen-là. On fait aussi beaucoup de démantèlement d'infrastructures cybercriminelles. Donc, on va aller démanteler des botnets dans le cadre d'opérations internationales. On fait de la saisie d'avoirs criminels. Ça, c'est indispensable. Si on veut être efficace dans la lutte contre la cybercriminalité, il faut taper au portefeuille. Généralement, on dit qu'il faut saisir les avoirs pour que le crime ne paie pas. Ça, c'est un peu le dicton dans la magistrature. Et puis, on fait beaucoup de partage de renseignements judiciaires qu'on va collecter dans nos dossiers au profit des autres services de l'État. Donc, ça peut être la DGSI, la DGSE, l'ANSSI, le Com Cyber des armées. Voilà, donc c'est vraiment un travail d'équipe qui va s'inscrire dans une stratégie de riposte plus globale de la France. Combien est-ce que de dossiers vous traitez actuellement ? Est-ce que c'est en forte croissance ? Alors, le nombre de dossiers il est à peu près stable, c'est-à-dire qu'on va prendre à peu près 500 dossiers par an au titre de la compétence nationale. Après, on a tous nos dossiers parisiens qu'on garde, ça quel que soit le niveau d'intensité. Par contre, ce qu'on remarque, au-delà du nombre, c'est la spécificité des dossiers. C'est-à-dire qu'on va avoir des dossiers de plus en plus techniques, des dossiers de plus en plus volumineux, avec des enjeux beaucoup plus forts. Alors on l'a vu à travers l'actualité, vous avez notamment lancé un mandat d'arrêt contre notamment le cofondateur de Telegram et puis vous poursuivez aussi des hackers mineurs. Quel est le message que vous souhaitez faire passer ? Finalement, plus personne ne peut se jouer de la loi ? Mais la loi va s'appliquer pour tout le monde et de la même façon. C'est-à-dire que si on a des mineurs à prendre en charge, on va les prendre en charge comme n'importe quel mineur, avec un suivi éducatif, un travail éducatif. On a des juges des enfants spécialisés en matière cyber pour nous aider. Et puis, évidemment, on travaille aussi sur la délinquance du haut du spectre. Donc, ça peut être des hackers avec une grosse assise financière à l'étranger. Et on a également monté, comme vous venez de le dire, des dossiers aussi contre les plateformes. Contre les plateformes, ça veut dire contre ceux qui créent ces plateformes et qui ne se soumettent pas à la loi française. Alors, il y a eu plusieurs affaires, et notamment celle de la Fédération française de tir, avec un vol de données qui finalement cachait un certain nombre d'objectifs beaucoup plus opaques. Qu'est-ce qu'on peut retenir ? Quels sont les enseignements de cette attaque ? Alors, à mon sens, 2 grands enseignements. Le premier, déjà, c'est qu'il faut arrêter de considérer qu'il y a les hackers d'un côté et les autres criminels de l'autre. Les écosystèmes criminels se parlent aujourd'hui. Et nos criminels de la criminalité organisée ont bien compris l'intérêt d'avoir dans leurs équipes des hackers. Donc, ils constituent des équipes pluridisciplinaires. Et l'autre point sur lequel je veux insister, c'est que nos criminels ont eux aussi compris la valeur stratégique de nos données, de vos données, et ils vont pouvoir récupérer des données à travers ces fuites de données et ces reventes sur des forums spécialisés pour après cibler plus précisément les victimes. Dans le cas de la Fédération française de tir, tout part d'un piratage de l'AFF Tir, d'un vol de données, et derrière, les malfaiteurs récupèrent la base et vont pouvoir aller voler directement les armes chez les particuliers qui possèdent des armes, des munitions. Donc ça va être des vols, des cambriolages, des vols aussi par fausse qualité. Il y a des faux policiers qui se présentent et qui, sous prétexte de faire un contrôle, vont s'emparer de l'arme. Et on a eu aussi des vols beaucoup plus violents où les personnes ont été agressées à leur domicile. Vous parlez beaucoup de collectifs, vous avez cité les différentes institutions, organisations avec lesquelles vous travaillez. Vous travaillez aussi beaucoup avec le monde privé, le monde de la recherche aussi. En quoi est-ce que ça aide la justice aujourd'hui ? Si on veut être efficace, il faut véritablement travailler tous ensemble, main dans la main, et sortir de son couloir de nage, créer des ponts. Donc ça veut dire créer des ponts avec la recherche. On a pu le faire, notamment le Lauriane nous a aidés pour essayer de créer des dispositifs de captation. On a travaillé aussi avec différentes sociétés, que ce soit des sociétés spécialisées dans la cybersécurité, comme Sequoia, grâce à qui on a pu faire le dossier PlugX, on a pu démanteler un botnet chinois utilisé à des fins d'espionnage. Mais ce n'est pas la seule société qui nous aide. Il y en a qui souhaitent rester plus anonymes, mais on reçoit régulièrement des rapports ou même des identifications qui peuvent être faites par le secteur privé pour nous aider dans notre travail au quotidien. Donc c'est un partenariat. Est-ce qu'on peut dire un mot sur les procès qui vont avoir lieu en 2026 ? Mais ça, c'est notre principale mission, interpeller les gens et les faire juger. Il y a, pour le début de l'année, des procès assez intéressants. On a déjà jugé le concepteur du ransomware Umbrella. Arrive un autre procès sur un autre ransomware Phobos. Et puis, vous avez un procès qui va être intéressant, celui des IMSI Catchers. Alors, les IMSI Catchers, vous savez, c'est des matériels qui sont utilisés soit par les services de renseignement, soit par la justice en matière de lutte contre la criminalité organisée, qui servent à capter les numéros IMSI. Et là, on a des criminels présumés qui ont décidé de faire venir des IMSI Catchers de Chine pour les utiliser dans Paris, circuler dans Paris avec les IMSI Catchers. Ils captaient les numéros IMSI, ils leur renvoyaient un SMS de phishing, et donc derrière, à la clé, des escroqueries. Des procès notamment que vous voulez ouverts. Pourquoi ce choix ?
Alors déjà, c'est la loi qui prévoit que les procès, sauf cas particuliers, doivent être ouverts. C'est la publicité des débats, voilà. Mais nous, on va un peu au-delà, c'est-à-dire qu'on invite les écoles, ça peut être des écoles d'ingénieurs, on invite les universitaires, on invite un peu tout le monde à venir à l'audience. Et lorsqu'on est prévenu en amont, on essaye d'organiser un petit temps d'échange pour expliquer un peu comment fonctionne la justice, quel est le rôle du procureur à l'audience, voilà. On estime que ça fait partie du travail de pédagogie. Une question peut-être un peu plus personnelle sur votre parcours. Pourquoi avoir choisi à la fois le droit, mais aussi cette spécialité dans le monde cyber ? Alors ça s'est un peu imposé à moi. J'étais longtemps à la permanence générale, permanence criminelle du parquet de Paris. Puis il y a un moment où vous levez à 2h du matin pour aller sur des scènes de crime, ça use. Et j'ai réfléchi à ce que je voulais faire. Il y avait cette toute petite section qui avait été créée par François Molins, le procureur de l'époque. Et je me suis dit, il y a tout à construire, c'est le champ des possibles, la société se digitalise, le crime va se digitaliser, donc allons-y. Une question évidemment sur les mineurs. Les hackers mineurs, vous en avez parlé. Il y a d'ailleurs des procès qui auront lieu cette année, en 2026. Qu'est-ce qu'on a envie de leur dire ? À quoi ça invite aujourd'hui la procureure que vous êtes de voir ces jeunes qui suivent cette voie de la cybercriminalité, malheureusement ? Alors nous, on a beaucoup travaillé sur ça, sur le volet prévention notamment. Vous en avez peut-être entendu parler. Il y a eu un projet qui s'appelait Cactus avec cybermalveillance, la gendarmerie, la CNIL et surtout l'éducation nationale. Ce projet, c'était quoi ? C'était d'envoyer à travers les espaces numériques de travail un lien de phishing en invitant les collégiens et les lycéens à cliquer dessus. Et donc, quand ils cliquaient, ils tombaient sur une petite vidéo de sensibilisation d'1 minute. Et le but, c'était de leur faire comprendre qu'en un clic, on peut devenir auteur ou victime d'une infraction cyber. Et derrière, en classe, les professeurs reprenaient cette séquence et les faisaient travailler pendant 1 heure, 2 heures, le temps qui avait été prévu sur ce sujet-là. On a touché à peu près 2,5 millions de collégiens et de lycéens. Cette opération, moi j'aime bien le dire, ça a réuni beaucoup de bonne volonté, un collectif, et ça n'a pas coûté grand-chose puisque ça a coûté 0 €. Et donc effectivement important pour que nos jeunes maîtrisent aussi l'ensemble du spectre et de ce qui se passe derrière ce monde cyber. 2026, évidemment, de nouveaux procès, on n'en saura certainement pas plus, mais en tous les cas, de nouvelles enquêtes et notamment cette actualité avec cette information judiciaire qui vient d'être ouverte contre la plateforme Kik. Tout à fait. On a ouvert la semaine dernière une information judiciaire contre les gérants de fait et de droit de la plateforme Kik. Alors comme ça a été indiqué dans le communiqué de presse du parquet de Paris, ils avaient été convoqués, ils ne sont pas venus à leur convocation. Donc on a saisi un juge d'instruction et on a pris des réquisitions de mandat d'arrêt. Eh bien, merci beaucoup, Madame la vice-procureure, d'avoir été avec nous. C'était un plaisir de vous accueillir, de mieux comprendre ce que fait aujourd'hui la justice pour aider à la lutte contre la cybercriminalité. Merci d'avoir été notre invitée. Merci pour votre invitation. 56 minutes cyber, c'est à présent terminé. J'espère que cette émission vous a plu. J'espère également que nos invités réunis, et je pense qu'ils me rejoignent, oui, ils sont avec nous. J'espère qu'ils vous auront permis de mieux comprendre le monde qui nous entoure, de comprendre ce qui se passe et ce qui se joue. Parce que, comme j'ai souvent coutume de le dire, comprendre, c'est déjà agir. 2026, à n'en pas douter, sera l'année de l'action. Et avec un peu de courage, nous devrions y parvenir. J'espère que cette émission vous a plu. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode de 56 minutes cyber. Très belle journée à toutes et à tous.